Chers amis, chers amis, c'est décidé. Avec cette luminosité tout d'un coup printanière, aïe, 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 non, il faut pas que je regarde de ce côté-là où il y a le soleil. C'est un éclat, je sais pas, un éclat de flash, un peu blanc-vert, aïe. Et le ciel est tout à fait affreux. Les gens disent, il y a du soleil, mais c'est pas le soleil l'important. C'est la pureté du ciel. C'est pas le soleil qui t'intéresse, c'est le ciel. Ah oui, il y a du soleil ici. M'en fous du soleil. Parce que c'est pas le soleil que je regarde. Par exemple, je garde le soleil dans mon dos et je regarde devant moi. Et je vois toute chose éclairée. Mais surtout, ce que je m'attends à trouver quand je dis soleil, c'est un ciel bleu. Oui, parce que quand tu parles du soleil, tu parles du ciel bleu. Dire que tu ne t'en étais même pas rendu compte. Mais c'est décidé aujourd'hui. Je nous fais une petite chronique des jours joyeux. Ou plutôt, une petite chronique des jours avec le cœur joyeux. Ouais, c'est très très différent, très différent. Parce qu'on peut être triste et joyeux en même temps. Ah, tu ne le savais pas ? Oui, parce que triste est un concept, un mot, un sentiment tout à fait flou en réalité. On dit triste quand on est accablé, quand on est dans le deuil ou la perte. Quand on est déprimé aussi, on a tendance à dire qu'on est triste. Mais la vraie tristesse, seuls ceux qui ont perdu un être cher, un être avec qui aller un peu plus loin que juste l'émotionnel, ou si c'était un conjoint, juste le désir et le plaisir et déguisé en amour. Non, un être cher. Seuls ceux qui ont perdu un être cher savent ce que c'est la tristesse, la vraie tristesse, la tristesse authentique. La tristesse est un sentiment si doux, si profond et si vrai, que c'est l'un des seuls sentiments qui peut nous rapprocher de nous-mêmes suffisamment pour nous faire sortir au moins momentanément de cet enfermement, de ce plan piégé. C'est par tristesse que nous nous mettons à rechercher les belles choses. C'est par tristesse que nous commençons à chercher partout la consolation. Et lorsque nous trouvons la consolation, la tristesse reste encore un peu avec nous. Mais moi, je vous le dis, ne vous débarrassez pas trop vite de la tristesse. Ça me fait exactement penser à ces gens qui fuient l'Allier, ou qui fuyaient, j'en sais rien, parce qu'il faisait trop froid l'hiver. Trop froid, trop humide, neige, givre, glace, oh là là, c'est long l'hiver en Allier, et puis il fait noir. Ouais, il fait noir, ouais. En Suède, l'hiver, il fait noir beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais je vous avais dit ça, ouvrant encore une parenthèse dans une parenthèse, une porte au bout du couloir, un petit peu comme chez Erazade, qui refermera ses portes le moment venu, et voulu aussi, qu'il y avait cette personne du nord de la Suède, Lapland, vraiment le nord, la Laponie suédoise, pas une Laponne évidemment, pas les trucs en fourrure et tout, non, des gens tout à fait modernes. Elle vivait là-haut. Alors, il n'y a pas de ville jolie, il n'y a vraiment rien de spécial, hein, mais elle était née là-haut, dans les grandes forêts de Laponie, tout ça. Et tout l'hiver, il fait nuit. Enfin, au solstice, il n'y a pas de jour du tout. Et 2 mois avant, 2 mois après, on ne peut pas vraiment appeler ça du jour. Peut-être un peu d'ensoleillement, mais pas de soleil direct. Et une luminosité, enfin, vous voyez le soleil complètement bas sur l'horizon, c'est magique. Et donc cette personne-là, pour le travail, j'imagine, ouais, les Suédois c'est très travail, hein. Ils n'ont pas tellement de vie intérieure, hein. Non, et non, c'est comme ça. Mais c'est ça les sociétés très, très bien mises au pas, très, très consensuelles. Soit c'est à la chinoise par coercition, soit c'est à la suédoise par consensus. Bref, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et donc cette personne-là, une dame, elle va vivre à Göteborg. Et Göteborg, appelé en français Göteborg, Göteborg, j'en sais rien, Göteborg, c'est sur la façade ouest de la Suède. On peut dire c'est la partie sud de la Suède. Le petit bourgeon, là, juste avant que ça remonte vers la Norvège. Une jolie ville d'ailleurs, enfin c'était. Ouais, bon bref, la Suède c'est comme les États-Unis, le Canada, ça se brutalise pour ceux qui ont suivi.
Oui, ça me fait penser que je pourrais vous remettre une histoire de la destruction et rééditer ça. Et comment c'était déjà j'ai réédité plein de fois, hein, je ne sais pas s'il est toujours disponible, sûrement sur Codebunker, mais comment ça s'appelle déjà? Aidez-moi s'il vous plaît. La traduction, zut, Voici le Canada, vous savez je ne sais plus comment ça s'appelait. Un truc très intéressant, justement. C'est dans la mouvance tartarienne, mais le mec n'est pas spécialement tartarien, mais il montre plein d'incohérences, tous les grands incendies et comment les choses ont été détruites. Bref, nous en reparlerons. C'était une courte capsule qui était vraiment très très bien. Et peut-être que je pourrais redire la traduction parce que c'était un moment où je susurrais. Je susurrais dans mon micro parce que j'enregistrais la nuit. Et j'étais encore pas très à l'aise. Donc j'avais ce ton un peu de youtubeuse qui se fait les ongles. Ouais, c'est un peu pathétique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Non, je me faisais pas les ongles. Pourtant, j'étais tout à fait concentrée. Bref, j'ai ouvert des portes, mais je sais exactement où j'en suis. Donc cette personne est allée à Göteborg. Ouais, puis après on reprendra l'hiver, et après on reprendra... Vous inquiétez pas, je me souviens de tout. Donc cette personne arrive là-bas, donc c'est vraiment le quartier sud de la Suède, alors qu'elle était dans le quartier nord, quoi. Et en fait, il y a l'hiver, dure moins longtemps, il y a moins de nuits. Mais au bout de 3 ans, elle a dit non, mais c'est pas possible, en fait, j'y arrive pas, je m'y fais pas, je suis pas bien, je remonte là-haut. Ah bon? Et ce qu'elle a dit, c'était là-haut en Laponie, la nuit est plus longue, l'hiver est plus long, mais la nuit n'est pas aussi noire. Ça alors. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas formellement d'aurore boréale, c'est plus lumineux. Une luminosité qui, je suppose, s'apparente à ce qu'on appelle la pollution lumineuse ici, au-dessus des villes. Vous savez, c'est un peu rose. Moi, je me souviens à Paris, c'était jamais noir. Même quand on était dans les étages, moi j'étais au, je sais plus, 9e étage, je sais pas, à un moment, il n'y avait pas de lampadaire ou de trucs comme ça direct, mais tout était éclairé, enfin c'était lumineux. Et quand il y a de la neige, cette pollution lumineuse est reflétée encore plus loin, donc quand il y a vraiment beaucoup de neige, même ici, hein, en France, la nuit n'est pas noire, souvent. Hein. Donc elle avait dit ça, et puis il faut dire qu'elle avait été habituée. Elle avait été habituée à une nuit beaucoup plus longue, à un hiver plus long, à des qualités de lumière, mais aussi au fait que la nuit n'était pas noire. Comme quoi, hein. Donc cet hiver, justement, ce long hiver suédois que moi j'ai adoré. J'ai vécu une année complète, j'ai fait un cycle complet en Suède. Puis après, j'en ai fait d'autres, plus ou moins complets. Mais j'ai vu l'hiver, je suis restée longtemps l'hiver. Ah là là là, l'hiver, les jours allongent, les jours allongent. On dirait que c'est une obsession. Ne comprenez-vous pas, chers amis, le cadeau de l'hiver? Ce moment où nous sommes obligés de rentrer en nous-mêmes. Ce moment où la sève se concentre au profond des racines. Que ne saisis-tu pas l'occasion, cher ami, de te ramasser jusqu'au profond de tes racines, de te densifier intérieurement? Non, il faudrait toujours être stimulé et que ce soit bien. Moi, j'aime bien l'été, on peut se déshabiller un peu, on peut... Ouais, mais... Et alors? Et ce moment où tu recherches la chaleur, où tu recherches ton intériorité, c'est quand alors? Eh bien, la tristesse, c'est pareil. Vous voyez, je retombe sur mes pieds. Hein. Je reviens à la première porte que j'avais ouverte, à la première parenthèse que j'avais ouverte. La tristesse, c'est ça. C'est un état intérieur dont tout le monde voudrait bien se débarrasser, un peu comme l'hiver ici, en allant passer de ces 2 mois ou 3 mois en Inde ou à Bali. Ouais, il y a des gens qui ont le RSA et qui font ça. Ouais, mais là-bas, ça coûte pas cher. Ouais, enfin, ça se normalise un peu aussi, mais... ou bien qu'on des plans comme ça, qui travaillent la saison et puis qui vont passer... Ouais, d'accord. Mais en fait, c'est une espèce de tourisme prédateur. Ça n'est possible que à cause de cette disparité factice de prix de pays développés, en développement, je sais pas trop quoi, c'est moins cher là-bas. Donc il y a un truc qui va pas. C'est par l'argent que le travail qu'on fait ou qu'on ne fait pas ici vaut plus cher que le travail qui est fait là-bas et qui donne sa valeur à l'argent. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc pour moi, c'est un peu de la triche tout ça. Ça me paraît... Bref. En tout cas, cette tristesse de l'hiver,
Ce recueillement de l'hiver. Oui, cette tristesse parce que c'est désolé, l'hiver, il n'y a pas les feuilles. Et je vous ai dit ça, mais je vais vous le redire. Je vais vous le redire parce que c'est important. J'étais comme vous. Bah surtout quand j'étais en ville. Ah, l'hiver en ville, ouais, c'est même quand il y a de la neige, c'est dégueulasse. Enfin, mais l'hiver avec ces feuilles qui sont tombées, cette tristesse, cette grisaille, ce brouillard, oh là là, l'hiver, l'hiver. Quoique non, je pense que j'ai toujours aimé la poésie de l'hiver. Un jour, je me suis rendu compte que seule la chute des feuilles de l'hiver nous permettait de voir la structure de l'arbre dans sa complexité, dans sa pure, triste nudité. Triste, c'est subjectif. Nudité, c'est un fait. Comment voulez-vous voir le détail de la ramification des branches d'un chêne de printemps, d'un chêne de début d'été, quand tout est débourré, quand tout le feuillage est en plein développement, quand tout a été caché, les petites branches, la ramure. C'est très joli, c'est pas la question. Pouvez-vous voir ces branches? Non, vous les devinez. La belle affaire, me direz-vous. Oui, peut-être, peut-être. Mais lorsque ces feuilles sont tombées, elles nous dévoilent qui est l'arbre dans son squelette, dans sa structure, la façon dont les branches se ramifient, des subtils changements d'écorce entre le vieux bois et le jeune bois, le bois d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans, de 50 ans. Bien sûr, nous avons dit que dès que nous nommons quelque chose, cette chose s'interpose entre la réalité et nous. C'est vrai. C'est vrai, d'un côté, c'est vrai. D'un autre, nommer, c'est être présent au monde. Ben oui, oui, c'est comme ça. Ben par exemple, c'est un peu cruel peut-être, mais pour du bois d'œuvre, on ne choisira pas, ou de chauffage même, on ne choisira pas l'un pour l'autre. On sait de quel bois on a besoin, on sait de quel bois on se chauffe. Alors nommer, en l'occurrence, c'est reconnaître. Rien n'est plus facile à distinguer que le jeune frêne. Déjà son écorce est lisse, grise. Ses bourgeons qui se préparent pour le printemps et qui se situent au bout des branches comme de gros boutons sont noirs. Noirs mat. Je parle du frêne en hiver, bien sûr. Le jeune frêne est droit comme un i, droit comme un if, fin, élancé, comme un trait tiré du bas vers le haut. Mais surtout, très reconnaissable, il a des branches opposées. Comme les plantes à feuilles opposées, ses tiges sont symétriques autour de l'axe. Le frêne a un plan de symétrie axiale. Il a un bras droit et un bras gauche, qui sont en face l'un de l'autre. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Prenez le saule, par exemple. Plantez donc une bouture de saule pour voir. Ses bourgeons s'enroulent sur la tige, selon la fameuse spirale. Bref, reconnaîtrez-vous le cerisier et son cousin sauvage le merisier, lui aussi bien élancé, écorce subtilement striée. Oui, cousin du bouleau, écorce striée aussi, d'un blanc crémeux. Je pense au bouleau, j'ai envie de pleurer de joie. Devant sa grâce et sa beauté qui me parlent de l'autre monde, j'ai envie de pleurer de joie et de tristesse aussi. Une tristesse très très vraie, très authentique. Ah, ces bouleaux tout doux et tout tendres, tout beaux, qui sont le symbole de ces pays froids, la Russie, la Finlande, la Suède. De quoi nous parlent les bouleaux, sinon de la jeunesse et de la souplesse, de la fraîcheur. Non, je ne suis pas en train de parler de choses pédo, non, pas du tout. La jeunesse de l'esprit, la souplesse du corps qui aime jouer, mais aussi la souplesse du cœur qui pardonne, qui aime par-dessus tout, qui s'élance vers le ciel, avec ses petits feuillages frémissants de l'amour de toute chose, du désir d'être relié au vivant. Le bouleau est un arbre magnifique, d'une jeunesse et d'une fraîcheur, d'une tendresse, d'une douceur indicible. Sa sève est douce, se laisse facilement recueillir, sans qu'on ait besoin de le blesser ou de lui faire de mal. Il peut en donner un peu. Son écorce est une bénédiction, ses rameaux, son bois.
Mais plus encore que le boulot en petits morceaux, je préfère le boulot vivant. Si tendre, si beau, si consolateur. Non, ici, il n'y a pas beaucoup de boulot. Et toi qui vis au sud de la France, tu n'en verras pas souvent non plus. Sauf dans les hauteurs, peut-être. À pays froid, tendresse de pays froid. À pays chaud, tendresse de pays chaud. Cet olivier tout contourné, privé d'eau, au feuillage argenté, qui donne à profusion de ces petites baies, ces petits fruits amers, 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 comme une protection contre le ver, contre l'acidification de la vie. Cet olivier qui pousse dans le rien, dans la pierre. Son bois magnifique, noueux, veiné, ses fruits à profusion, sa forme sinueuse, gracieuse, apporte aussi la consolation dans les paysages ternes et secs. Il nourrit l'homme de son huile. On pourrait décliner à l'infini, rendre hommage à tous ces arbres, pour ne parler que des arbres. Mais oui, cette beauté qui appelle la tristesse, ou cette tristesse qui appelle la beauté, ne l'as-tu pas toujours ressentie? Enfant, nous avions déjà cette nostalgie. Ce que ne veulent pas comprendre les purs matérialistes. Non, tu débutes ta vie, t'as pas de souvenirs. Bien sûr, mais oui, bien sûr, comme si c'était possible. Enfant, nous savions encore quelque chose du monde d'avant, de l'avant, sinon du monde d'avant. Nous avions ce contact d'avant le langage, de pouvoir appréhender les choses sans les nommer. Mais je vous rappelle que dans l'incarnation, que ce soit un bienfait que cette incarnation ou une malédiction, ça ne change rien au fait que le propos de l'incarnation n'est pas de se maintenir dans un état d'esprit où les capacités cognitives sont endormies. Parce que ça s'appelle le coma. Ou la déficience mentale. Non. Ici, notre corps se développe en même temps que nos facultés intellectuelles, cognitives. Alors, apprenons à nommer avec précision, et avec délectation, et avec révérence autant que faire se peut, le bouleau, le chêne, le frêne, le hêtre, le tremble, le cormier, la lisier, le pin et le sapin, le sureau. Oh, le sureau, moi qui croyais que ça venait de sureau sur elle, de suri, vous savez qui veut dire acide. Mais ces baies ne sont pas spécialement acides, même crues. Elles sont douceâtres. Et son feuillage contient des sucres qui permettent de faire le vin de sureau, la limonade de sureau, le champagne de sureau. Donc rien d'acide dans tout ça. Pas vraiment en tout cas. Mais un ami et auditeur avec qui je discutais l'autre jour me dit « Oui, sureau. Et c'est vrai qu'il pousse toujours sur l'eau, sur eau. Depuis que mon grand-père m'a dit ça, je l'ai toujours vérifié. » Mon grand-père ou mon père, honnêtement, j'ai oublié le détail, mais sur eau, sur eau, sur l'eau. D'accord. Donc, mon étymologie à moi n'était apparemment pas la bonne. C'est une étymologie vernaculaire qui pousse sur l'eau, sur eau. Mais parlons de ces jours de fausse lumière, ces jours au plafond bas, qui se déchirent à un moment de la journée pour laisser ce soleil épouvantable nous aveugler, sans aucune joie, sans aucune joie. Mais si la joie n'est tienne, dès avant tout, elle ne sera pas. La joie, si elle n'est pas déjà dans ton cœur, d'où pourras-tu l'extraire? C'est impossible, c'est comme la conscience, elle ne te vient pas de l'extérieur. Enfin, pas du monde extérieur. Elle est en toi, parce qu'elle est toi. Alors, regardons ensemble quelques petites choses ce matin. D'un coup de klaxon, puisque je n'avais pas entendu cette petite voiture jaune arriver, d'un coup de klaxon, le nouveau facteur ou le nouveau remplaçant, je ne sais pas. Ah ouais, c'était pas le charmant jeune homme. C'était un beaucoup plus quelconque au niveau du regard, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, il n'y avait pas grand monde à l'intérieur. D'un coup de klaxon, je me fais rappeler à l'ordre et je reçois ce paquet, un livre. Je me dis, il n'est pas bien épais ce livre, car le paquet n'était pas épais. Je m'attendais à un livre un petit peu plus épais,
Mais qu'importe, c'était juste une attente bien sûr que non, je n'ai pas été déçue. Mais qu'est-ce que c'était que ce livre? Le premier volume de l'origami en tessellation. Comme j'étais contente de le recevoir et comme je me félicite d'avoir accepté ce cadeau. Cher ami, sois béni. Le livre est fort bien fait, fort bien illustré, extrêmement inspirant. Alors c'est un livre de pas à pas d'origami. Bien sûr, comme je vous l'avais dit, pour faire ces origamis par tessellation, surtout les plus complexes d'entre eux, eh bien il faut un papier spécial. Enfin, il vaut mieux. Parce que les papiers ordinaires vont finir par se déchirer et s'abîmer. Puisqu'on plie plusieurs fois chaque pli, comment on peut dire ça, ouais, on plie des plis, on plie les arêtes plusieurs fois dans les deux sens. C'est un peu le principe. Au fur et à mesure qu'on construit la tessellation, on plie dans un sens, puis après on plie dans l'autre, puis on avance comme ça. Et la section qui est faite, bon bah c'est bien, on n'y touche plus, mais la section qui n'est pas faite, on va la plier et la replier plusieurs fois, faire saillir, puis faire rentrer, et après faire saillir la suite, puis faire rentrer. Donc on va beaucoup solliciter le papier. Bon, moi j'ai fait des petites tessellations sur de petits carrés de papier origami, pas forcément dédiés à la tessellation, mais qui sont censés pouvoir un peu être sollicités au niveau du pliage. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Et certains sont vraiment complexes, et je me dis que c'est une méditation sur le long terme. L'origami est un art japonais. Comme disait un autre ami, avec lequel je partageais un moment de... sinon de méditation, du moins de présence, de pleine présence autour d'un repas et de ces bons vins qu'il ne néglige jamais d'amener. Chez les Japonais, tout est prétexte à méditation. La cérémonie du thé, etc. Ah oui, parce qu'on parlait de quelque chose que j'avais vu il y a longtemps, mais je ne sais plus, ou entendu. Non, j'avais lu ça je sais plus. Non, je sais plus. Peut-être un truc sur les toilettes sèches, et il était question des toilettes japonaises traditionnelles qui sont à l'extérieur, qui sont bien sûr traditionnelles, hein, pas actuelles avec le jet d'eau et les trucs comme ça, pas les trucs des dégénérés des villes hyper techno. Non, non. Au moment où justement les gens portaient aussi de ces vêtements, de ces robes longues, de ces kimonos longs, avec les petites socs, les petits sabots suédois, enfin tous ces trucs là, ces sandales sabots pas suédois, pardon, japonais. Oui, quand on dit sabot, on dit suédois. Ces socs en bois, ces socs qui font penser à... Voilà, les sabots japonais, hein, très spécial. Oui, je sais, c'est pas des sabots, mais sabots, ça s'applique à des chaussures à semelles de bois, donc vous voyez. Donc, il était décrit à quoi ressemblaient les toilettes japonaises. Un espace dehors, avec, je pense, une cloison sur 3 côtés. Oui, pour préserver l'intimité quand on s'accroupit et qu'on se dénude le fessier pour laisser sortir ce qui doit sortir. Bien sûr, une posture accroupie, donc un dispositif sur des planches ou quelque chose comme ça, dit à la turque. Et puis, devant, ce n'était pas fermé. Oui, non, c'était pas fermé pour qu'on puisse admirer, mettons, le paysage, les brumes sur les montagnes japonaises. Les volcans, si vous préférez. Les nappes de brume se déchirant autour des cimes des volcans. Alors bien sûr, il y a un système pour pas arriver inopinément alors que quelqu'un est en train sur le trône. Et ben non, il n'est pas sur le trône puisqu'il est accroupi en train d'effectuer sa méditation défécatoire. Il y a un truc comme ça, il y a un petit cheminement, où il y a je sais pas quoi, où il y a une sonnette, ou de toute façon... On sait facilement, peut-être qu'on laisse aussi je pense qu'on laisse ces socs à l'extérieur, qu'on change de soc, on met les socs pour aller déféquer, pour pas risquer de se souiller du tout, et puis après Donc si les socs ne sont pas disponibles, c'est qu'il y a quelqu'un dans la place. Donc on rebrousse chemin, c'est un petit peu comme s'il y avait écrit « occupé », quoi. Et on revient quand les socs sont disponibles. Et quand les socs pour déféquer sont prises et qu'il y a à la place la paire de socs personnels, on va dire. Mais j'avais bien aimé cette idée d'être accroupi dans un lieu où on se sent un peu protégé, où on ne regarde pas, il y a ces petites cloisons, mais on a la vue loin devant. Moi, j'ai toujours apprécié ça, d'avoir la vue. Quand quand je fais mes besoins dehors, d'avoir de la vue. Alors quand on est chez soi, on peut imaginer quelque chose comme ça. Sur 3 côtés, c'est fermé, et pas forcément très exigu. Il peut y avoir un peu de place. Je sais pas, il y a au moins 2 mètres. Et on est au centre.
Et on est là comme ça et on regarde. Donc on se sent protégé des regards. Cette méditation s'accompagne d'une contemplation de la nature. Ça m'avait vraiment beaucoup parlé, beaucoup, beaucoup. Quand mon ami René avait fait un truc un peu comme ça, j'étais arrivée chez lui et il était en train de faire ces trucs-là. Bon, les cloisons étaient remplacées par des couvertures. Oui, il n'avait pas vraiment de matériaux, tout ça, mais c'était dans le sous-bois. Alors l'un des avantages, c'est que vous pouvez être bruyant si vous avez des gaz ou des trucs comme ça, et vous pouvez être malodorant. Ben oui, ce qui sort ne sent pas forcément bon. Mais comme on est dehors, les odeurs ne stagnent pas, du moins pas autant. Et quant au bruit, personne ne vous entend dans la maisonnée. Donc c'est reposant en réalité. C'est un véritable moment d'intimité. Donc les toilettes dehors, c'est quand même beaucoup plus sain. Quand on y pense, c'est fou d'avoir de gérer ça, le caca à l'intérieur de la maison. Alors c'est pour ça, l'immense succès de ces toilettes à eau, ça file loin, on ne veut pas en entendre parler. D'accord, mais ça file quand même quelque part. C'est pour ça que les toilettes sèches à l'intérieur de la maison, qu'il faut vider toutes les semaines, alors quand il y a une famille, je vous dis pas le poids du machin. Non, en fait, il faudrait vider à chaque fois. Il faudrait que chacun se responsabilise. Aller vider, remettre une poignée de feuillage, et c'est propre pour le suivant. Mais quand c'est dehors, et non pas récupéré dans un seau, mais directement récupéré un peu en contrebas, ou avec un petit croc à fumier, on récupère ça et on le composte à côté, sous un tas de feuillage, dans le sous-bois, la gestion est plus simple. Pourquoi pensais-je à ça? Ah oui, la méditation. La méditation à la japonaise. Alors c'est amusant parce que juste un petit peu avant, bah oui, c'est certainement avant, parce que Bref, l'envoi a été fait avant, mais je commence à m'intéresser à l'origami, aux tessellations. Comme ça me prend. Je ne sais plus exactement pourquoi. Et puis je reçois un petit colis, je l'ai reçu il y a déjà plusieurs semaines, hein, un petit colis ravissant où il y avait des tas de choses. Merci beaucoup, cher ami. Et dans une petite boîte en origami très simple, hein, la petite boîte en carré, il y avait des biscuits. Elle était remplie de petits biscuits salés, de petits sablés d'apéritif, qui je suppose ne contenaient pas de farine de blé, ou alors très peu, un sablé de je sais pas quoi. C'était absolument délicieux. Alors j'ai fait durer, hein. Je peux vous dire, elle m'a fait quelques apéritifs, cette petite boîte, des sablés extrêmement friables qui étaient dans cette petite boîte. Alors cette petite boîte, j'ai envie de vous en parler à plus d'un titre, d'abord parce que c'est de l'origami, et que c'est de l'origami de base très simple, mais aussi très utile. Il faut 2 carrés de papier, dont l'un est un tout petit peu plus petit que l'autre pour que ça s'emboîte. Si vous faites les deux pareils, vous réussirez à emboîter, mais pas aussi aisément. Et puis, regardez, on peut appeler ça des couleurs complémentaires. Pas tout à fait, mais bleu et jaune, c'est censé être des couleurs complémentaires. Bon, orange et cyan, ou violet, bleu indigo et jaune. Mais quand même. Moi, c'est aussi les couleurs de la Suède, plus ou moins, ou de l'Ukraine. Non, mais c'est pas ça aussi. Ce qui est drôle, c'est que cette boîte d'origami, en fait, elle était dans mon livre d'anglais, je vous l'ai peut-être dit, en 5e. Et il y avait sur la double page, la leçon du jour, c'était la fabrication de cette boîte. Parce qu'au travers de la fabrication, des instructions de la fabrication de cette boîte en origami, il y avait des mots qu'on connaissait pas comme fold. Fold, c'est plier. Et on apprenait quelques mots comme ça. Il y a le mot pour dire carré, il y a le mot pour dire découper, il y a le mot pour dire plier, retourner. Donc en fait, cette petite boîte, elle nécessite un carré. Et puis à un moment, on fait deux incisions. Donc c'est bien de les faire avec des ciseaux. Mais en fait, non. On peut les faire avec un couteau, comme un coupe-papier, ou si on n'a vraiment rien, très précautionneusement, entre ses doigts. Et ça fonctionnera. Donc on peut faire cette petite boîte. Il suffit de prendre le carré, de rabattre l'une des pointes sur l'autre pointe, donc ça fait un pli sur la diagonale, et puis l'autre pli sur la diagonale, et après la pointe, en fait on va faire ça pour toutes les pointes, mais on replie toujours sur l'axe, et on replie, on fait un quadrillage, ça porte un nom, 1, 2, 3, 4, ça porte un nom, un quadrillage sur pointe, et puis on replie, et on fait 2 petites incisions, et on rentre. Les plis d'un côté tiendront les plis de l'autre. C'est extrêmement simple et je vous encourage à apprendre cet origami facile parce que on peut présenter des petites choses comme ça, on peut faire un cadeau aussi.
Et n'importe quelle petite chose peut devenir prétexte à cadeau, comme par exemple si vous avez fait des biscuits. L'art cérémoniel du cadeau, du présent et du don à la japonaise prévoit tout à fait que vous preniez, mettons, 3 petits sablés mis dans une petite boîte et offerts tels quels. Et c'est un cadeau. Si vous dites, mais je ne vais pas lui offrir 3 cookies, ben pourquoi pas? Ou 3 dattes fourrées, ben on n'en offre pas 3, mais pourquoi pas dans une petite boîte? Une petite boîte que vous aurez fait peut-être avec les 2 côtés de la dernière enveloppe en craft que vous a envoyé le service des impôts pour vous réclamer du pognon. Et pourquoi pas? Faut être créatif. Une petite boîte en craft contenant 3 petits sablés. Et pourquoi pas? Peut-être même que vous aurez sous la main un de ces petits rubans qui fermait un sachet de chocolat de Noël ou de choses comme ça. Et le tour est joué. Mais même sans ruban, ce sera parfait. Peut-être un dessin sur le couvercle, ou un mot, une petite calligraphie maison, ou une petite fleur dessinée, quelque chose que vous avez fait vous-même, avec vos mains, votre compétence et votre temps de conscience. Ah, votre compétence en dessin est quasiment nulle? Tu es sûr de ça? Ou est-ce que c'est parce que tu n'as jamais essayé? Mon ami me disait ça. Oui, mais toi, dessiner, tout ça. Je dis, ah bon? Tu crois vraiment? Regarde comment je fais les fleurs. 1 lobe, 2 lobes, 3 lobes, 4 lobes, 5 lobes, voilà, c'est ça une fleur. Et en fait, je crois que c'est lui qui a commencé à faire des petites fleurs, comme ça, et à les remplir au crayon de couleur avec un cœur d'une autre couleur. C'était tellement simple, tellement essentiel. Vous savez qu'il y a beaucoup de papier peint, d'imprimés de tissus, de tas de choses comme ça qui sont faits par des designers, par des dessinateurs professionnels, dans le style naïf, dans le style brut, dans le style enfantin. En fait, ces gens-là, ils ne font que dessiner, mais ils dessinent pas tous, comme l'album Vilmorin ou je sais pas trop quoi, c'est pas toujours l'idée. Et ces petites fleurs que mon ami a commencé, mon compagnon de l'époque a commencé à mettre partout, sur les enveloppes qu'il m'envoyait, c'était tellement simple et en même temps tellement joli, tellement facile à dessiner qu'il a développé son style, rajoutant une tige avec des feuilles, rajoutant une couleur ou affinant le trait qui restait très lancé, jeté, style croquis. C'était tellement beau que je découpais ces bouts d'enveloppe et j'en faisais des collages. Lui qui disait « Non, je sais pas dessiner ». Mais non, mais il avait jamais essayé. Et d'ailleurs, si nos compétences ne sont pas à la hauteur des plus grands ceci ou des plus grands cela, des plus grands cuisiniers, des plus grandes tricoteuses, et alors? Mais et alors? C'est ta vie, ce sont tes mains. C'est ton papier, ce sont tes crayons, c'est ton violon, c'est ta cocotte en fonte, c'est ton pot de sel, c'est ton jardin, c'est ton corps pour danser ou pour courir, c'est ton esprit pour réfléchir, ce sont tes yeux pour lire et pour contempler. Fais-en bon usage. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Puisqu'à côté de cette boîte demi-ouverte où j'ai mis je ne sais plus quoi désormais, ayant fini ces petits biscuits merveilleux, trône une bergamote, un citron bergamote. Ah, j'ai eu les derniers du magasin de producteurs. Non pas qu'il y ait une production de bergamote ici, mais pour Noël, ils font venir des choses. Ils font toujours venir des choses un peu comme les dattes, le café ou le sucre, évidemment, pour tenir une petite épicerie à peu près achalandée. Mais il y avait ces bergamotes, comme des oranges vertes. Vous savez, vous avez déjà vu des oranges vertes? Elles sont d'un jaune vert comme ça, ne deviennent jamais oranges. À l'intérieur, elles sont d'un orange pâle. Mais non, mais ce ne sont pas des oranges vertes, ce sont des bergamotes. Alors pour moi, les bergamotes, c'était pas ça. Ah, parce que ce sont des bergamotes. Et moi, ce que j'appelais des bergamotes jusqu'à présent, c'était les citrons bergamotes. Le citron bergamote ressemble à un citron, mais son écorce est plus épaisse et ça pointe. Donc pas l'endroit où il y a le pétiole, la pointe est plus pointue et renfoncée, comme un petit bouton, comme un petit plug anal, pointu comme ça, comme une goutte, mais un peu aussi renfoncé dans la pointe du... Bon bref, c'est un truc à connaître et à reconnaître. Et la bergamote est complètement ronde, avec une écorce bien lisse. Donc j'en avais déjà acheté 2 ou 3 et j'avais fait une confiture avec une bergamote, ou 2, je ne sais plus, et un cédrat. Ah, elle est délicieuse, vraiment, elle est délicieuse. Et j'en ai fait et j'ai oublié de t'en donner un pot à toi et à toi. Et du coup, j'ai ouvert par erreur mon petit pot. Alors, je n'ai plus
J'ai l'impression que j'ai plus de petits pots à offrir. Bon, on verra bien, de toute façon, je referai. Mais j'ai eu ces bergamotes. Bah, j'en ai encore quelques-unes à faire. Ouais, parce que quand je fais de la confiture, moi, je le fais dans une petite casserole. Je fais 3 pots. Hein. Bah, pas besoin d'en faire des dizaines, en fait. Les gens, quand ils font des conserves, ils s'imaginent toujours qu'ils doivent en faire par 5 ou 10 kilos. Mais pas du tout. Là, ça a cuit indéfiniment, un peu sur le gaz et après sur le fourneau. Et puis, j'ai mis, je sais pas, j'ai mis 10 jours à la mettre en pot. Donc, elle était là, sur le coin du fourneau. Et comme déjà elle était bien cuite et qu'en plus c'est des agrumes, bah, ça tourne pas. Donc, j'ai redonné un tour de bouillon, ce qui a eu pour effet de la recaraméliser un petit peu. Elle est délicieuse. D'ailleurs, j'ai fini ce petit pot. Couleur marmelade d'orange amère. Alors qu'au départ, il n'y a pas de couleur orange. Hein. Le cédrat, l'écorce est d'un vert jaune. La chair, tout ça, c'est d'un... Enfin, la chair est pâle, c'est que du zeste. Et puis, sinon, la pulpe est un peu jaune. La bergamote, c'est pareil, c'est vert et jaune. Donc, tout ça, c'est dû à la caramélisation du sucre. Ah, c'est délicieux. C'est un petit peu comme l'orange amère, mais avec un parfum spécial. Le cédrat, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment spécial. C'est le goût italien. Et la bergamote, ah ouais, c'est très très subtil. Donc ce sont des agrumes d'hiver et des agrumes saisonniers qu'on ne trouve qu'à la période de Noël et c'est un peu de l'épicerie fine. Voilà pour les bergamotes. Et alors aussi ce qu'on peut faire, il y a une dame à la caisse, mais on en fait quoi? Eh bien on récupère l'écorce. Alors le jus aussi a une saveur particulière, mais l'écorce, c'est avec le zeste de bergamote qu'on parfume le thé Earl Grey. Le thé Earl Grey est un thé noir parfumé à la bergamote. Et oui, le jour où je l'ai appris, je me suis dit « Ah, d'accord, mais il faut peut-être que je m'intéresse à la bergamote directement !» Mais d'une façon générale, je récupère le zeste de tous les agrumes que j'utilise. Soit je les mange directement, je mange l'intégralité des citrons et des oranges, je fais cuire. Soit je récupère le zeste. Non, je le râpe pas, c'est trop... J'ai pas vraiment ce qu'il faut pour. Je récupère des spirales d'écorce. Et puis j'en coupe de tout petits morceaux dans mes pâtisseries le moment venu. On peut aussi les moudre au moulin, si c'est bien sec, et qu'on a un moulin qui fait l'affaire. Et on peut faire ça avec tous les agrumes. Mandarine, pamplemousse, orange, citron, bergamote. Ben, on peut parfumer le thé. On peut même faire des infusions agrumes. Et on peut même ajouter ça dans les gâteaux ou la nourriture. Je vous rappelle que l'écorce d'agrumes, zeste et ziste, donc le blanc aussi, sont des amers, donc des basifiants du corps et aussi des vermifuges. Bon à savoir, n'est-ce pas? Quand bien même vous ne vous en serviriez que pour parfumer le vinaigre de ménage, avec lequel vous assainissez les toilettes ou je sais pas, les sanitaires, l'évier, etc. Un grand merci pour toi qui m'a envoyé ce charmant colis avec des petites conserves fines qui ont fait mon repas hier. Ah oui, j'ai grignoté une petite salade et une de ces petites boîtes. Merci beaucoup, tu te reconnaîtras. Merci à toi pour ton courrier charmant et merci à toi aussi pour une contribution à mon bien-être et merci à toi aussi, merci pour ce carton de vin et merci à tous ceux qui comprennent bien de quoi je vis et de quoi tu vis. D'ailleurs, je voudrais vous lire ceci. Je sais que vous ne voulez pas toujours que je vous lise, mais pour moi c'est important parce que ça parle vraiment ça parle de moi aussi. Et ça parlera à beaucoup de gens. Je le sais parce que depuis plusieurs années que vous m'envoyez des courriers pour me dire en quoi ce que je vous ai proposé vous a éclairé intérieurement. Depuis le temps que vous faites ça et que la façon dont vous le faites m'éclaire moi-même, je me rends compte que ce que nous disons de plus vrai de nous-mêmes est un cadeau précieux de chacun pour tous. Alors laissez-moi vous lire ceci. Au verso de cette très jolie carte, où nous reconnaissons 3 personnages fort bien stylisés. Le premier qui semble venir d'Inde, avec ses motifs cachemire. Le second, on imagine du batik, de ces tissus africains. Enfin, le premier ressemble à quelque chose entre l'Inde et l'Arabie, et le troisième aussi, c'est un peu indien, un peu perse, son vêtement. Ces petits moutons suggèrent les bergers. Ah oui, les babouches du premier indiquent aussi l'Arabie. C'est fort bien fait. Et puis il y a cette étoile
Alors l'étoile est derrière eux, c'est pas tout à fait ça, mais vous voyez comment on conçoit une image, si l'étoile est devant eux, nous ne la voyons pas. C'est très très élégant, vraiment c'est très élégant. Chère Prune, je t'écris d'Alsace pour te remercier pour ta générosité, ta constance, ta sincérité et ton érudition, tes partages philosophiques qui me permettent de tenir dans ce monde que je ne reconnais plus comme le mien. Gardons courage, ou plutôt bravoure. Alors bien sûr, tous ces mots charmants et ces éloges me vont droit au cœur. C'est pas parce qu'on me fait des compliments que je crois que je suis parfaite ou que je crois que je suis tout ça uniquement. Non, non. Je suis ni meilleure ni pire que vous, chers amis. C'est un fait. Je suis constante. Ouais, je suis constante depuis 5 ans. Je suis sincère. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un effet pervers de personnage public, mais j'essaye pas de plaire aux uns et aux autres, outre mesure, on va dire. Au maximum, j'essaye de dire tout ce que j'ai sur le cœur, d'une façon entendable, mais plus on dissimule, en fait, plus on est mal au fond. Et nous avons fait ça toute notre vie, nous avons appris à nous conformer socialement. Mais en fait, on n'a pas besoin de dissimuler ce qu'on pense pour être gentil avec les autres. On peut être gentil et sincère. Voilà, et ton érudition, voilà. Érudition, pour moi, vous voyez, ce n'est pas du tout une qualité, comment on dit, qualité-défaut. Non, non, c'est juste un fait. Moi, je ne me considère pas du tout comme une érudite, mais il se trouve que par rapport à une grande partie de mon auditoire, bah, je suis bien plus cultivée et érudite. Mais pour moi, ça, c'est juste un fait. C'est un peu comme dire ah, il est très fort en mécanique. C'est un dieu en mécanique, il répare tout ce que tu veux. Ben oui, mais c'est un fait. Ah, c'est tout. Si le mec répare n'importe quoi, il connaît tout, ben c'est une forme aussi d'érudition. Il connaît les carbus de machin. Il y a beaucoup de garagistes qui sont des érudits de la mécanique. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Moi, je connais beaucoup de choses, mais si je me confronte à un vrai spécialiste de la peinture du 18e, mais je sais rien. Et ça n'a aucune importance. Parce que je veux pas rentrer dans des trucs de plus en plus pointus et tout ça. Je veux une vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble, je l'ai eue par mon éducation. Donc pour moi, c'est pas une qualité, c'est juste un attribut. Et je conçois tout à fait, mais j'entends par contre tout à fait que vous êtes touchés, que j'ai envie de partager ça avec vous. En fait, je veux pas me faire valoir de ma culture. Je veux à chaque fois appuyer ce que je dis. Et pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai appris par ailleurs ceci et cela. Ceci a-t-il du sens pour vous ? Ceci vous apporte-t-il quelque chose, une clé de lecture supplémentaire ? Parce que ce que je vois souvent, et de plus en plus sur Internet, avec tous ces gens qui font de l'analyse, de textes, de tableaux, de nanana, et qui racontent n'importe quoi, et qui emmènent les autres dans des illusions véritablement infondées, eh bien ce sont des gens qui n'ont pas les clés de lecture pour des choses qui sont connues, quoi. Très simples. Comme notre cher Jean-Michel qui redit « Ah oui, mais s'il n'y a aucune fumée qui sort des cheminées, c'est aussi dû au long temps de pause ?» Ben bien sûr. Moi, quand je fais un bon feu et que je sors dehors, si le conduit est chaud et tout ça, mais on voit pas la fumée. Je la vois même pas moi-même, je la devine à peine. Mais sur un long temps de pause, à moins que vous fassiez un feu de fumigène, mais la fumée, elle se verra pas, donc oui, bien sûr. Parce que les gens, les feux qu'ils entretenaient dans les villes, c'était pas des feux de fumigène, c'était des feux de charbon. Donc beaucoup de chaleur, des dégagements de gaz peut-être, mais pas de fumée. Donc non, c'est pas possible que chacun soit en train d'allumer son feu. D'ailleurs, je sais pas comment ils les allumaient. Les gens n'allumaient pas le feu. Ils le conservaient autant que possible. Ben oui, mais il n'y avait pas d'allumettes, de briquets, d'allume-feu. Quand il faut monter ça au 4e étage, ils n'avaient pas de journaux, pas de papier. Réfléchissez. Les gens gardaient le feu. Il y a tout un conte autour de ça, Vassili Salassage. Les gens gardent le feu. Où ils se passaient le feu les uns les autres. Ils allaient rechercher quelques braises qui étaient sous la cendre. C'est toute une technique, le feu, ça n'a rien à voir. Quand je vois maintenant des gens qui disent « Ah, moi je connais le feu, attends, je vais t'allumer ton feu », mais rien du tout, on sait rien. Des gens qui ont toujours sur eux un briquet et il y a plein de journaux et tout ça, mais c'est pas ça un feu. Quand t'as ni briquet, ni allumette, ni journal, tu fais comment ? Banane. Donc, toutes ces choses-là, quand on raisonne à partir du point où on est soi-même, et qu'on raisonne avec des choses dans le passé ou dans d'autres cultures, qu'on raisonne sans prendre en compte la part inconnue, donc par définition qu'on ne connaît pas, eh ben on se plante. Donc cette histoire de feu, mais ça dit beaucoup de choses.
Ça dit beaucoup de choses que on ne sait pas ce qu'était le feu. Comment il faisait le feu, je veux dire le feu d'une cuisinière, le feu pour chauffer, comment il faisait du feu, comment il l'entretenait, comment il se le repassait, et qu'est-ce qui brûlait. Parce que si on n'a pas déjà répondu à toutes ces questions-là, c'est complètement stupide de dire « Ah ah, et on voit pas la fumée, c'est dû au temps de pause ». Alors oui, de mon expérience, à moins qu'il y ait un énorme feu de fumigène qui sorte des cheminées, on verra pas la fumée. C'est trop ténu, et sur un temps de pause de quelques secondes, on ne peut pas la voir. Donc pour moi, on est toujours à la frange. Et ces espèces de vidéos qui sont maintenant des vidéos AI, où il n'y a personne qui dit ces vidéos-là, ils racontent des trucs, mais n'importe quoi. Les portes monumentales, mais c'est connu depuis longtemps. Ma mère m'en a parlé de ces portes monumentales. Non, c'est pas des géants. Parce qu'il faudrait que tout soit en corrélation. Tout n'est pas en corrélation. Les constructions monumentales, c'est exactement ce qu'on voit maintenant avec ces grands immeubles de verre, d'acier, de trucs comme ça. Ce ne sont pas des proportions humaines. Ah, ils n'ont jamais pu construire des trucs pareils. Vous avez vu les échafaudages en bambou à Taïwan ou trucs comme ça? En bambou? Sur des immeubles de plusieurs dizaines de mètres? J'ai encore vu un truc, c'est l'archiviste ou je sais pas quoi, une chaîne AI qui est à fond sur Tartaria. Je pense que c'est pour faire des vues, mais dans un but qui, pour l'instant, m'échappe un peu. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs buts, dont le pourrissement de cerveau qu'on voit là, et qu'on voit vraiment, qu'on voit vraiment, parce que les gens y marchent. Ah, c'est pas des humains qui ont pu coudre des vêtements pareils. Ah bon? Pourquoi? Bah, tisser peut-être. Moi, je me pose des questions sur les tissages, les linons très très fins avec je sais pas combien de dizaines de fils au centimètre dans l'Antiquité. Ça, je comprends pas. Mais bon, je sais pas tout non plus. Là, j'ai un tissu de chanvre sur ma table, là, qui me sert de petite nappe, là, quelque chose de très beau qui a été tissé à la maison. Donc, c'est assez brut. Ça a été cousu machine, mais peut-être une machine à pédales sur les côtés. Et je vois bien que ça a été fait à la maison. C'est absolument magnifique. Magnifique. Oui, celui-là a été cousu à la machine, mais parfois les rentrées des côtés, les ourlets sont faits au point visible à la main. Non, mais c'est merveilleux, c'est d'une douceur. Enfin, ça a l'aspect du lin, mais c'est beaucoup plus souple. Non, c'est pas du coton, c'est du chanvre, c'est magnifique. Bon, donc ça, je conçois comment ça a pu être tissé à la maison et tissé à la main, mais cousu. Moi qui suis une brodeuse, une couturière, qui connaît des techniques, enfin, qui connaît les techniques de couture à la main, les smocks, des trucs très très avancés. Et le mec, en plus, il montre que des photos d'intelligence artificielle. Mais moi, je me suis intéressée. Quand j'avais 20 ans, je me suis formée par moi-même à la couture, en regardant aussi... Enfin, couture, coupe, tout ça, technique, tissu, textile. Et je regardais dans les musées, notamment au musée de la toile de Jouy, il y a quelques modèles du 17e, 18e. Des corsets, des choses comme ça. Et je vois comment c'est fait. C'est fait au petit point, c'est... Donc, comment on peut me dire à moi, ça n'a pas pu être cousu par des humains? Mais n'importe quoi. Alors effectivement, ces sculptures avec du marbre qui fait comme du voile, des choses comme ça, c'est un peu étrange. C'est un petit peu étrange. Le filet, non, on dirait plutôt que c'est du modelage, de la terre modelée et qui a été pétrifiée d'une manière ou d'une autre. Ça ressemble vraiment parce qu'on voit je connaissais quelqu'un aussi qui faisait du modelage. C'était dans un atelier. Où est-ce que c'était? Je sais plus où j'ai vu ça. Et une personne qui était, on va dire, un petit peu, très très légèrement limitée intellectuellement. Un peu limitée, un petit peu, pas simplette, mais je dis pas ça contre elle. Humainement, ça ne la déprécie pas du tout à mes yeux. Bon, intellectuellement, elle était un peu presque limitée, et elle faisait des modelages d'après photo, donc la photo d'un personnage ou la photo d'une statue, mais plus généralement d'un personnage qu'elle reproduisait en statue, donc en trois dimensions. Donc son esprit avait la capacité de transformer ça en 3 dimensions, mais attention, c'était pas approximatif, c'était parfaitement équilibré. Ce personnage en pied, une femme, je sais plus, c'était pas un nu, c'était magnifique. Et après l'avoir fait cuire ou je ne sais trop quoi, elle voulait la peindre un petit peu comme ces statues polychromes. Moi je trouvais ça dommage, c'était tellement beau. Je me dis comment elle fait ça? Comment est-ce que dans son esprit c'est si clair? Comment est-ce que ses mains sont capables de faire ça? C'était une statuette, une figurine en pied de 40 cm de haut, 50 cm de haut. C'était somptueux. Mais je réalise que
J'ai rêvé, j'ai divagué, comme toujours, j'ai exploré différents petits recoins des tiroirs de la mémoire, de cette mémoire qui est vivante et qui me permet, plutôt que de me planter devant une vidéo ou de faire défiler mon scrolling, eh bien d'aller chercher des choses de toute beauté qui font partie de mon expérience et de nul autre. Voilà. Ce qui est toujours agréable à partager, surtout quand on sait le verbaliser, le formuler de façon à faire naître les images chez l'auditeur. Et c'est quelque chose que je sais faire parce que c'est quelque chose que je pratique, tout simplement. Et depuis longtemps, chers amis. Je suis devenue conteuse sans m'en rendre compte, mais ça, c'était pas il y a 5 ans. C'était il y a 25 ans. Eh bien, je pensais tout mettre pêle-mêle dans un même bulletin, mais non, il faudra y revenir. Eh bien, pourquoi pas ? Nous regarderons ensemble d'autres images, d'autres cartes postales, d'autres objets, et nous explorerons les recoins délicatement poussiéreux, vous savez, comme de vieilles bouteilles à la cave, de cette mémoire toute personnelle et toute faite d'expériences savoureuses et sensuelles. En attendant, refermons délicatement cette page et retournons progressivement à la vie réelle, s'il en reste.